Oui, mais merci Monsieur Klein. Quelle a été l'influence de ses contemporains mathématiciens qui l'ont peut-être aidé dans ses réflexions pour essayer de résoudre ses propres équations? Parce qu'il a émis quelques équations qui, je crois, il n'avait pas la solution pour les résoudre. Il a été aidé par plusieurs mathématiciens, dont Poincaré et d'autres de ses contemporains. Quelle était la part de ces aides mathématiques finalement? Alors, il n'a pas collaboré avec Poincaré. Hein. Il a rencontré Poincaré qu'une seule fois, en 1911. Une chose que je voudrais dire avant de répondre à votre question, monsieur, c'est que moi, j'ai eu la surprise de découvrir, pas découvrir, c'est une chose connue, mais que j'ignorais, la première fois qu'il a rencontré un physicien théoricien de sa vie, il avait 30 ans. C'est quand même incroyable. C'était en 1909. Il a été invité à Salzbourg à un congrès de physique théorique. Et c'est là qu'il a rencontré Max Planck, Sommerfeld et quelques autres. La première fois qu'Einstein rencontre un physicien théoricien, il a 30 ans. Ça fait quand même réfléchir. Et en 1911, 2 ans plus tard, il est invité à Bruxelles au congrès Solvay. Et c'est là qu'il rencontre Poincaré pour la première fois. Et d'ailleurs, on peut voir les comptes rendus qui ont été notés par Maurice de Broglie, le frère de Louis de Broglie, qui était le secrétaire du congrès Solvay, qui écrit la discussion entre Einstein et Poincaré. Et on voit que Poincaré, en 1911, il n'a toujours pas bien compris la théorie de la relativité. Parce que quand Einstein écrit la théorie de la relativité, il n'invente aucune équation. Même E égale MC2, c'est une équation qui traînait, quoi. Il y a des... Schrödinger, il raconte qu'en 1904, son professeur à Vienne avait écrit l'équation au tableau. En fait, c'est une équation qui est déjà contenue dans les équations de Maxwell. Sauf qu'Einstein, il a compris le sens de cette équation. Il a compris que la vitesse de la lumière qui est là, elle a un rôle spécifique qui change le statut qu'il faut lui donner. C'est plus la vitesse de la lumière, c'est une constante universelle de la physique. Autrement dit, il y a E égale mc2, même dans les processus dans lesquels il n'y a pas de lumière. Donc il a compris la bonne interprétation de la formule, et il a compris la bonne interprétation de toutes les équations qui sont nécessaires à la théorie de la relativité. Il n'a pas découvert les équations. Par exemple, les transformations de Lorentz, pour ceux qui connaissent, elles ont été trouvées par Lorentz, pas par Einstein. Bon. Maintenant, quand il était à Zurich, au Polytechnicum, il séchait les cours de maths, enfin beaucoup, pour faire des travaux pratiques en électromagnétisme. Et c'est son ami Marcel Grossmann qui prenait des notes de cours qu'Einstein récupérait. C'est grâce à lui qu'il a pu avoir des notes correctes en mathématiques. Il était très bon en maths, mais pas aussi bon que Grossmann. Ouais. Continuez, Et, et ça va lui servir un peu plus tard, parce que je vous le dis, je vous le fais rapidement, mais quand il a son premier poste universitaire, c'est en 1909 à Prague. Première fois qu'il a un poste à Prague. Il va y rester 16 mois. C'est une période qui est très très peu commentée dans les biographies d'Einstein. Quand je suis allé là-bas, les universitaires tchèques m'ont dit, mais parler de Prague, il a eu des idées très importantes, il a publié 11 papiers en 16 mois, on n'en entend jamais parler, c'est pas juste. D'ailleurs, tous les écrits qui racontent le séjour d'Einstein à Prague sont en tchèque. Bon, donc, mais là, il a eu des idées incroyables. Par exemple, il habitait dans un immeuble qui existe toujours, qui était électrifié, il y avait un ascenseur électrique, et Einstein a fait une expérience de pensée incroyable. Ça va m'amener à votre question, monsieur. Quand il était encore à Berne en 1907, donc après les 5 papiers révolutionnaires de 1905, il n'avait toujours pas de poste à l'université. Il est toujours ingénieur à l'office des brevets. Et au mois de novembre 1907, il fait une expérience de pensée en rentrant de déjeuner. Comme toujours, il s'assied sur son tabouret, il ferme un peu les yeux, une petite sieste, mais pas vraiment une sieste, il s'endort pas complètement. Il fait ce qu'il appelle une sieste semi-éveillée. Donc il laisse partir son esprit, mais il le garde sous contrôle pour voir quelles sont les idées qui vont venir. Et là, il fait une expérience dont il dira qu'elle a été l'idée la plus heureuse de sa vie. Il dit, ce jour-là, j'ai compris qu'une personne en chute libre
ne sent pas son propre poids. Ça m'a fait une grande impression et ça m'a mené 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, vers une nouvelle théorie de la gravitation. Et où est-ce qu'il a compris là? C'est rien de génial. Il a compris qu'une personne en chute libre ne sent pas son poids. Ça veut dire quoi? C'est bizarre parce que quand vous tombez, c'est à cause de votre poids. Donc le poids est la cause de votre chute. Mais en même temps, pendant que vous tombez, si vous prenez un objet qui tombe avec vous, par exemple cette bouteille, vous la lâchez. On sait depuis Galilée que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc vous la lâchez, cette bouteille qui tombe avec vous tombe comme vous. Donc vous la voyez immobile et par rapport à vous, elle ne tombe plus. Donc le fait de subir son poids engendre des effets qui annulent la pesanteur. C'est comme si l'effet annulait la cause. Et ça, Einstein va dire c'est quand même bizarre. Et ça va le conduire à énoncer le principe d'équivalence. La gravité et l'accélération, c'est la même chose. Il y a une équivalence entre les deux. Autrement dit, vous pouvez prendre une capsule. Prenons une cabine d'ascenseur qui est fermée. Il n'y a pas de hublot, pas de fenêtre qui permettent de voir l'extérieur. Première expérience, la cabine est posée sur le sol terrestre, dans le champ de gravité terrestre. Dedans, vous mettez un physicien auquel vous donnez des balles de masse différentes, une balle de tennis, une boule de pétanque. Le physicien va les lâcher et il va voir qu'elles tombent sur le plancher, attirées par la gravitation. Ça, c'est la première expérience. Deuxième expérience, vous prenez la même cabine, vous l'éloignez de tout champ de pesanteur, donc vous l'éloignez des étoiles, etc., elle est dans le vide, il n'y a pas de champ de pesanteur, simplement vous l'accélérez en la faisant tirer par un super-héros avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Donc la cabine est propulsée avec une accélération constante. Dedans, vous mettez un physicien, vous lui donnez des balles, etc. Il va avoir l'impression que les balles tombent sur le plancher parce que l'accélération sera l'équivalent de la gravité. Ce que dit Einstein, c'est qu'il n'existe aucune expérience que pourrait faire le physicien dans la cabine qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation, immobile sur Terre dans le champ de gravité, ou dans la seconde situation. C'est ça le principe d'équivalence. Et quand il est à Prague, dans son ascenseur, il imagine qu'il est dans la situation l'ascenseur accéléré. Ok ? Et il imagine qu'il y a un faisceau de lumière qui rentre parallèlement au plancher dans la cabine d'ascenseur. Lui, il est dedans. Alors, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir que, comme la vitesse de la lumière n'est pas infinie, la lumière va mettre un certain temps pour traverser la cabine. Pendant ce temps, la cabine qui est accélérée vers le haut va se déplacer, de sorte que le point d'impact de la lumière sur la face opposée de l'ascenseur ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée. Ça sera plus bas. Donc le gars qui est dans l'ascenseur va avoir de la lumière qui est courbée. Courbée par l'effet de l'accélération. Ça, c'est pas une découverte. Sauf que quand vous ajoutez à cette expérience le principe d'équivalence, ça vous donne quoi ? Ce qu'il vient de voir dans sa cabine accélérée, c'est la même chose que ce qu'il verrait si la cabine était immobile sur le sol terrestre. Ça veut dire que la lumière, bien qu'elle soit de masse nulle, doit être courbée par le champ de gravitation. La lumière est courbée par la gravitation. Et là il comprend qu'il y a un truc. Il démissionne de Prague pour retourner à Zurich. Pourquoi est-ce qu'il retourne à Zurich ? Parce qu'à Zurich, il y a son ami Marcel Grossmann qui ne séchait pas les cours de mathématiques. Et Einstein, il a compris que pour tenir compte de ce que je viens de dire, il va falloir changer de géométrie. Il faudra utiliser des géométries non euclidiennes. Et c'est Marcel Grossmann qui va l'aider. Et en 1913, ils vont publier un premier article à 2 voix, esquisse de relativité générale, avec une partie mathématique écrite par Grossmann, une partie physique écrite par Einstein. Malheureusement, l'équation sera fausse. Ils vont perdre 2 ans avec ça, mais en 1915, Einstein, tout seul à Berlin, va trouver la bonne équation. Donc le mathématicien qui a le plus aidé, c'est Grossmann.